Salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau cet après-midi, mardi, pour une deuxième salve de podcast avec Shai et moi-même. On voulait au début partir sur un podcast long format comme on fait d'habitude en début de semaine, mais comme Antoine est un petit peu en mouvement cette semaine, on s'est dit que ça serait plus intéressant peut-être de remettre ça à la semaine prochaine, d'autant qu'il y a pas mal de choses qu'on attend de voir. On attend de voir un peu ce que ça va donner pour les Cavaliers, ce que ça va donner pour les Clippers si jamais Darius Garland fait bien son retour après le All-Star Break. Bref, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu de voir quelle direction prendrait toutes ces tendances. Et il se trouve aussi, Shai, qu'on a une tonne de questions auxquelles on n'a pas encore eu le temps de répondre les samedis. Donc on s'est dit qu'on allait faire une deuxième salve tout simplement avec Shai pour répondre un peu à vos questions. Shai, qu'est-ce que tu avais dans ta sacoche pour Alors, aujourd'hui? c'est marrant que tu parles des Cavs de James Harden et tout, parce que la première question que j'avais sélectionnée concerne justement James Harden, pas particulièrement ce qui l'attend aux Cavs, mais ça le concerne quand même lui. C'est une question de Mathieu, qui nous demande, au vu de son talent, James Harden n'a-t-il pas commis la plus grande erreur de sa carrière en ne développant jamais de move à mi-distance pour sanctionner dans cette zone? Ça l'a terriblement handicapé en playoff et en fin de carrière quand son premier pas l'a abandonné. Est-ce l'influence de Daryl Morey, un manque de discernement ou de remise en question? C'est une excellente question. Excellente question. Et Hum. effectivement, je pense qu'on est obligé de parler de Daryl Morey et du niveau assez exceptionnel qu'avait atteint James Harden avec les Rockets, parce qu'en fait, effectivement, c'était le premier moment, je pense. Alors, les statistiques ont toujours eu un rôle très important dans le sport américain, ça a toujours eu une place prépondérante, mais dans le basket, ça correspond au moment où on commence à on se sert plus simplement des statistiques pour déterminer des tendances ou pour mieux comprendre ce qui se passe, mais on s'en sert pour essayer d'orienter le jeu. Et c'est à partir de là qu'il y a un moment où on se dit, bah non, il faut que ça soit tir à 3 points, dunk ou lancer franc. Et tout le reste, enfin, tir au cercle, lancer franc ou tir à 3 points, tout ce qui est entre deux, finalement, le jeu en vaut pas la chandelle, c'est-à-dire que ce sont des tirs qui sont souvent compliqués et qui rapportent quand même beaucoup moins qu'un tir à 3 points, donc on élimine tout ça. Et je pense qu'il y a deux choses qui se jouent. Il y a d'une part le fait que James Harden était très bon sur ces deux aspects-là, en fait, tir à 3 points, ces dribbles d'hésitation qui arrivaient vraiment et aujourd'hui encore, à mettre les défenseurs dans un faux rythme, à les déséquilibrer, et derrière, ce qui lui ouvrait le chemin, soit pour aller jusqu'au bout, soit pour lâcher ces petits alley-oop, comme il avait pu le faire avec Clint Capella pendant des années du côté des Rockets. Donc effectivement, le fait que la Ligue aille là-dedans, dans cette direction, le fait que James Harden finalement soit excellent déjà dans ce registre, je pense qu'on peut se poser la question de savoir si effectivement, du coup, ça ne l'a pas poussé à développer ce jeu, parce qu'en fait, c'était pile au moment où on disait, mais même le tir à 2 points, ça sert plus à rien. C'est le moment où on dit, le mid-range, c'est fini, ça sert à rien, ça ne servira plus jamais à rien. Jusqu'à ce que, et pour moi en tout cas, c'est Stan Van Gundy qui avait été le premier à mettre le doigt dessus, ou du moins le premier que j'ai entendu dire, attention, les stats, les analytics c'est très bien, mais les analytics de la saison régulière et les analytics des playoffs, c'est pas la même chose. Et en playoffs, t'as besoin de gens qui peuvent se créer des tirs finalement à mi-distance dans l'entre-deux, parce que les défenses sont tellement fortes qu'elles vont plus te laisser les tirs que tu préfères. Et effectivement, c'est là qu'on a vu pourquoi Kawhi était injouable en 2019, par exemple. Essentiellement parce qu'il est injouable dans le mid-range. Il n'a pas encore le tir à 3 points qu'il a développé. Alors, il peut mettre des tirs à 3 points, mais il en prend beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc c'est une très bonne question en ce qui concerne James Harden. Et effectivement, c'était le constat, moi, que je m'étais fait au moment où il avait rejoint les Clippers. Notamment, je ne sais plus quelle série en playoff où c'était vraiment marquant, que finalement, le fait qu'il ait perdu son explosivité sur le premier pas faisait que derrière, si son tir à 3 points step back ne fonctionnait plus, parce que gêné par un défenseur, parce que pas en rythme, ou etc., ça fermait tout son jeu, du moins, enfin, ça fermait une partie essentielle de son jeu, et je pense que c'est vraiment ce qui lui a coûté des performances plus que médiocres sur des matchs clés, en fait, où justement, là, les défenses sont hyper précises, elles savent exactement ce qu'elles veulent te laisser ou pas, et ça va être tout le challenge maintenant de voir si, en jouant avec un joueur comme Donovan Mitchell, en ayant un gars comme Evan Mobley dans la peinture, ça permet d'éviter ces écueils-là pour les Cavaliers. Mais je trouve que c'est une question hyper pertinente. Pardon, j'ai Ouais. fait super long, Mais Shai. non, non, mais c'est vrai que c'est une question intéressante. Et on- est-ce qu'on enfin, on se serait pas demandé ça si les Rockets avaient réussi à vaincre les Warriors à l'époque? L'approche était bonne. Je pense que dans le contexte, c'était finalement assez rationnel qu'il ait cette approche-là, que la fameuse approche sur les analytics avec lay-up, lancer franc, tir à 3 points. Voilà. Ça a été pendant plusieurs saisons, je pense, l'attaque la plus efficace de la ligue.
via ce que faisait Harden, son step back à 3 points. Tu as évoqué tout ce qu'il faisait très bien, les provocations de faute. Donc finalement, c'était cohérent. La stratégie, ils l'ont poussé jusqu'au bout avec Daryl Morey. Après, ça s'est moins bien terminé entre les deux, hein, avec la fameuse déclaration « Je ne jouerai plus jamais pour Daryl Morey », mais il y a eu un moment où pousser ce truc-là jusqu'au bout a bien failli quand même les faire battre l'une des équipes les plus fortes de tous les temps, si ce n'est la plus forte de tous les temps à un moment. Ils n'étaient pas si loin que ça, donc voilà, ça s'entendait à l'époque. Par contre, il y a toujours cette limitation en playoff, ça je te rejoins totalement. Et s'il l'avait développé, peut-être que ça aurait donné quelque chose de différent, mais ça fait partie. Bon, on peut dire est-ce que c'est un what if, pas un what if. La personnalité de James Harden aussi et la manière dont il aime jouer au basket, ça c'est difficile à changer, je pense. Et il a été totalement dans cette voie-là. Alors, je sais pas si on nous demande est-ce que c'est un manque de discernement, est-ce que c'est parce qu'il a aveuglément suivi ce que lui demandait Morey, on saura jamais vraiment, mais bon, ça reste. C'est aussi, t'as raison de rappeler quand même que ça a été à ce moment-là un joueur extraordinairement fort avec cette palette-là. Tu vois, alors, ça plaisait pas à tout le monde. Nous les premiers, on n'a jamais été, je pense, des grands fans visuellement du spectacle qu'étaient les Rockets avec Harden, mais moi je pense qu'il a presque raison à un moment d'aller là-dedans, parce que sinon les Rockets auraient peut-être pas été aussi forts. Voilà. Il était tellement fort qu'on en est venu, j'ai encore des images de Ricky Rubio qui défend derrière James Harden. C'est-à-dire que c'est lui qui défend sur James Harden et il se place derrière lui pour pour se dire, bah non, au moins il pourra pas faire le step back et pour essayer de l'orienter fort, justement, vers du jeu intermédiaire. Donc oui, son jeu, il a été particulièrement efficace. Je pense pas qu'il y ait de regrets à avoir particulièrement. Et après, finalement, sur des superstars comme ça, il y a différents profils. Il y a ceux qui vont perfectionner jusque dans les moindres détails ce qu'ils font très bien. Je pense que James Harden fait partie de cela, par exemple. Et il y en a d'autres qui finalement vont essayer de diversifier leur jeu. Et je pense à un joueur comme Stephen Curry. On sait que son tir à 3 points depuis le début et que le shoot extérieur, c'est sa marque de fabrique, son point fort. C'est ce qui en fait un danger partout. Et je trouve que sur les 5-7 dernières années, là où il est devenu extraordinaire, c'est dans ses attaques de cercle. Tu vois, les finitions au cercle, il a gagné Il s'est étoffé. Il s'est étoffé aussi. Il s'est étoffé. Et puis, il a une palette, finalement. Je sais que, voilà, on parle à juste titre du back de Kyrie Irving, mais celui de Stephen Curry, il est tout aussi impressionnant, je trouve, dans ses finitions. Et notamment en 2012, tu sais, 2022, pardon, la finale face à Boston, il est extraordinaire, en fait. Il n'y a pas que du tir à 3 points. C'est des moments où il attaque le cercle. Donc, voilà, c'est différents profils de joueurs, mais je pense pas qu'il y ait de gros regrets quand on voit le niveau auquel James Harden le niveau qu'il a pu atteindre. Et puis l'autre chose, c'est que le joueur parfait n'existe pas. Personne n'a tous les moves, personne n'a absolument tout. Donc James Harden, effectivement, il n'a pas ça. Il y en a plein qui n'ont pas ce qu'a James Harden. Et il aura l'opportunité peut-être de nous montrer que même à 36, 37, il peut encore avec Cleveland apporter peut-être quelque chose de différent et quand même aller jusqu'au titre là où il a jamais pu aller jusque-là. Il y a une autre question qui concerne une ancienne équipe de James Harden, ces fameux Rockets, mais aujourd'hui, question de Nathan. Avec la trade deadline derrière nous et tous les effectifs NBA désormais connus, l'état d'une attaque de haut de tableau de l'Ouest me fait vraiment peur, celle des Houston Rockets. J'ai vu une stat passer que j'ai dû vérifier par moi-même sur le coup, mais elle est bien réelle. Depuis le début de l'année 2026, les Rockets se classent 29e au nombre de points par match, 29e au pourcentage au tir, 30e au pourcentage à 3 points, 30e au pourcentage au lancer franc et 27e sur l'offensive rating. Sans possibilité de trade et sans prendre au sérieux les free agents de mi-saison, ils sont free agents pour une raison, comment l'attaque des Rockets peut se ressaisir avant le désastre qui s'annonce pour eux pendant les playoffs? Je suis pas hyper optimiste pour les Rockets, hein, dans l'optique du titre. Dans l'optique du titre. Parce qu'effectivement, cette limite, on la connaissait. On la connaissait déjà. Elle a été renforcée par la blessure de Fred VanVleet. Et c'est ce qu'on se disait dans le podcast dans lequel on analysait un petit peu la trade deadline. Je comprends pas du tout que Houston n'ait pas bougé. Parce qu'effectivement, on l'a vu encore depuis. Et dans le playmaking, il y a des failles énormes. Dans la gestion du rythme, il y a des failles énormes. Il y a des moments, finalement, où leur attaque stagne. Et ce qui est un petit peu inquiétant pour les Rockets, c'est que par contre, il y a d'autres équipes qui ont bien noté, en fait, ce qu'essayait de faire Houston et qui sont capables de répondre du tac au tac. Et je pense à la dernière confrontation Rockets-Spurs, par exemple, dans laquelle, clairement, les Rockets se sont dit on va aller bousculer les Spurs, on va leur taper dessus sur Victor Wembanyama en premier lieu. Et en fait, ils sont tombés face à l'équipe des Spurs qui était tout à fait prête à relever le défi dans la dureté, prête à relever le défi dans l'agressivité au rebond offensif, sachant que les Rockets en plus n'auront pas Steven Adams sur toute la fin de saison.
Et finalement, alors je dis pas que toutes les équipes ont la capacité de répondre donnant face aux Rockets, mais il y a des équipes dans leur conférence qui ont, je pense, plus d'armes en plus pour pouvoir développer à la fois de la défense et de l'attaque. Et donc pour Houston, c'est une vraie limite. Ouais, on sait qu'ils gagneront pas en playoff grâce à leur attaque, a priori, hein, parce que c'est vrai que là, c'est compliqué depuis des mois déjà. Je pense que l'objectif, ça va peut-être être juste de pas que l'attaque elle sabote pas la bonne défense qu'ils peuvent parfois proposer. Là, si ça reste comme ça, ils seront clairement en danger, hein. Déjà dès le premier tour, tu peux être en difficulté vu le niveau des équipes à l'Ouest aussi, ce sera compliqué. Moi, comme ça, sur les pistes, alors je parlais un peu de la déception que j'avais au sujet d'Alperen Şengün cette saison. Je l'imaginais progresser encore davantage, peut-être avec ce qu'on avait vu l'année dernière et avec la Turquie. Peut-être, j'ai l'impression qu'il est un peu moins au centre du jeu qu'il l'a été à un moment, tu vois, qu'il est moins playmaker qu'il a été. Est-ce que c'est parce que le jeu des Rockets c'est comme ça, ou est-ce que c'est lui qui arrive moins à se mettre en évidence? J'ai l'impression qu'il devrait un peu plus passer par lui, plus insister sur lui comme playmaker principal. Et après, peut-être prendre un peu moins de tirs à 3 points s'ils sont 30e. Enfin, les stats là que Nathan nous donne, elles sont catastrophiques. Enfin, depuis 2026, donc depuis le début de l'année, il y a déjà un mois qui est passé. Sur un mois, c'est inquiétant d'être aussi loin sur les stats d'adresse globale, hein, finalement, sur les stats de production offensive. Donc peut-être trouver le moyen d'être moins dépendant du tir à 3 points, des trucs basiques, mieux attaquer la raquette, provoquer plus de fautes, des trucs qui semblent évidents et que j'imagine qu'Udoka doit aussi axer là-dessus ses discours, je pense. Hein, je pense que là, il doit le dire. C'est un assez bon coach pour identifier ça, mais moi, je vois pas autre chose. Et ouais, à l'instant T, je suis pas très optimiste pour eux. Ouais. Ouais, d'autant que tu peux gagner, enfin tu peux espérer gagner même en n'ayant pas une attaque extraordinaire. Mais là, c'est vraiment une grosse limite. Et vraiment, moi, je reviens à cette notion de playmaking. Kevin Durant, ça n'a jamais été son fort. Je continue de le dire. Et là, je trouve que dans les défaites des Rockets face à des adversaires directs, ou tu vois, face à des adversaires qui risquent de recroiser, Ouais. je trouve que il est très bien ciblé sur ce registre-là, et souvent il a beaucoup de balles perdues. Les Rockets ont beaucoup de balles perdues et lui en a beaucoup aussi. Et c'est pour ça je ne comprends pas du tout que Houston n'ait pas bougé, parce que si tu as Kevin Durant, tu sais que l'horloge tourne et des assets ils en ont plein. Donc je comprends que tu n'aies pas envie de te séparer des plus importants ou de certains, mais de ne pas avoir bougé du tout. Enfin, je vais le redire encore, mais tu vois, je pense que des Tyus Jones, des Trey Jones, même des Ayo Dosunmu, tu vois, c'est des joueurs quand même qui étaient peut-être possibles d'aller chercher. Alors manifestement pas, ou peut-être qu'ils sont persuadés qu'avec simplement Rich Shepard, tu peux aller être champion NBA. Moi, ça me semble très limite. Ou comme tu as dit, ils n'étaient pas au courant. Personne ne les a prévenus qu'il y avait la deadline. C'est ça que tu avais un truc. Je pense que c'était assez juste finalement. Mais ouais, bon, écoute, on verra ce que feront les Rockets sur la deuxième partie de saison et en playoff. Il y a une question sur une autre équipe de l'Est qui inquiète un peu notre auditeur, Xav de 7, qui nous dit « Je regarde en ce moment même le match des Lakers contre les Sixers. Je viens de passer 3 quarts temps à faire mon maximum pour ne pas jeter ma télé par la fenêtre, tant la défense est à pleurer. » Donc la défense des Lakers, j'imagine. Puis dans le 4e quart-temps, l'équipe s'est souvenue que si on veut gagner, il faut également défendre. Philadelphie a donc été pris de court et n'a pas compris ce qui lui est arrivé. La forte défense s'est mise en place du côté des Lakers et les Sixers ont été déstabilisés. Pensez-vous que cette approche est une tactique de l'équipe, voire du coach, ou sont-ils simplement feignants et mauvais en défense? C'est un peu cash. Voilà ce que se demande Xav. Écoute, je pense simplement que de toute façon, en étant très rationnel, les Lakers peuvent faire mieux, mais ils pourront jamais être bons en défense. C'est impossible. Leur seule chance finalement d'aller loin, c'est d'être extraordinaire en attaque. Et c'est pas, au vu de leur effectif, c'est pas un mauvais pari. Je pense pas que ce soit un pari qui te permette d'espérer être champion NBA. Par contre, c'est un pari qui peut te permettre d'espérer passer plusieurs tours ou au moins un tour de playoff. Au-delà, je sais pas quoi. Mais si tu regardes l'effectif, c'est dur quand même de trouver des défenseurs. En fait, t'as pas vraiment le choix. Si tu veux avoir tes meilleurs joueurs sur le terrain, c'est très dur d'avoir un 5 qui peut tenir la route vraiment défensivement et qui peut tenir la dragée haute à d'autres équipes. Et quand je veux dire ton 5, c'est-à-dire si tu as à la fois LeBron, Luka et Austin Reeves ensemble sur le terrain, ce qui me semble être quand même leurs 3 meilleurs joueurs sans de très très loin. Derrière, tu sais que tu vas pas être très bon en défense. Par contre, effectivement, là où je rejoins la question de l'auditeur, c'est que dans ce cas-là, il faut que tu aies de la rigueur. Il faut que tu aies la rigueur de respecter le plan de jeu défensif, que tu connaisses les rotations à effectuer et que tu acceptes de faire les efforts. Et là, je rejoins la question sur la fainéantise et la flemmardise.
et effectivement aller au centre. Parce que je pense que malgré tout, tu peux faire suffisamment d'efforts pour que ton attaque reste ton point fort, très très fort, et que ta défense finalement limite les dégâts un minimum. Mais là, je suis pas sûr, encore une fois, hein, LeBron qui a 57 ans, Luka qui n'a pas défendu depuis, sérieusement depuis quoi, même pas les finales, j'allais dire les finales NBA, mais même pas en fait, c'était plutôt les passages en playoff qui les ont menés jusqu'en finale NBA avec les Mavs. C'est là où on l'avait vu, Kyrie et lui, Ouais. parfois être fort en défense, mais tu sais qu'il va pas faire ça 48 minutes. Et Austin Reeves, c'est celui, je pense, qui aurait le plus envie, mais qui est limité aussi par voilà, des attributs physiques qui font que ça peut pas être un stopper. Donc là, Il y a DeAndre Ayton qui a du mal à se faire violence aussi, qui est quand ouais, même normalement un point d'ancrage important. C'est bien aussi quand ton pivot protecteur de cercle arrive à être régulier dans l'effort. Je dis pas que c'est pas un mauvais défenseur de base, Ayton en plus, hein, mais sur la constance dans l'effort, c'est problématique, quand même. mais c'est un peu ça, parce que même Rui Hachimura, en fait, c'est pas un mauvais défenseur, mais c'est pas un défenseur extraordinaire non plus. Et si tu regardes tout le roster des Lakers, je reviens à ce que je disais au début, c'est très limité. Et par contre, oui, je comprends la frustration de JJ Redick s'il arrive au match et qu'il se dit, mais ça, on le sait, on a mis un plan défensif en place pour pouvoir limiter la casse. Et par contre, là, si les joueurs le respectent pas ou veulent pas le respecter, t'as pas des masses de solutions derrière. Ouais, c'est en ça que pour répondre à la question, j'accablerai pas le coach, c'est pas une consigne du coach. Parce que la saison dernière, je trouve que Redick avait trouvé quand même. Il y avait quelques ressorts qui faisaient que les Lakers, par moment, étaient vraiment une bonne défense, tu vois. Et c'est pour ça que je l'accable pas. J'ai l'impression que c'est vraiment une question d'effectif, de construction de l'effectif et de limite. Je crois que LeBron l'a dit sur le dernier match contre KC, là, la nuit dernière. Il a dit bah, on a joué contre une équipe qui est un peu taillée pour être championne, qui a les armes et la construction d'équipe pour l'être, et nous, on ne l'est pas, en fait. Donc, c'est un constat un peu brutal, mais je crois vraiment que c'est ça. Et à nouveau, je veux pas accabler Redick, parce que j'ai l'impression que lui, dans son esprit, et quand il parle de défense, il y a des préceptes, il y a des consignes assez claires, et tu le vois péter des plombs sur le côté parfois de manière spectaculaire aussi, parce qu'il est impuissant face à ça. Je pense que tu peux être le meilleur coach du monde si tu as des joueurs qui sont pas réceptifs à ça, c'est très compliqué quand même. D'autant que JJ Redick, tu sais, durant sa carrière, moi, j'ai jamais pensé que c'était un mauvais défenseur, dans le sens où il respectait le plan de jeu à la perfection, il faisait tous les efforts, c'est juste qu'il était trop limité. Et Donc en fait, limité, il bien sûr. était mauvais défenseur dans les faits, mais pas dans l'implication, pas dans tu vois, le respect des consignes, etc. Et je pense que du coup, il y a une incompréhension qui est encore plus violente pour un joueur comme ça. Ouais. On passe à une question de Guillaume. Pourquoi les médias basket français ne lancent-ils pas une véritable campagne coordonnée pendant la période de vote pour le All-Star Game afin de soutenir les joueurs français? On voit régulièrement des communautés étrangères se mobiliser massivement pour pousser leurs joueurs, parfois avec des campagnes virales sur les réseaux sociaux. Avec la taille et l'engagement de la communauté basket en France, ne serait-il pas possible d'organiser un mouvement collectif avec des hashtags, des rappels quotidiens, des relais d'influenceurs pour amplifier le vote en faveur des joueurs français? Est-ce un choix éditorial, une question d'efficacité perçue ou simplement quelque chose qui n'a jamais été structuré à grande échelle? Je sais pas trop quoi dire en fait. Parce que, déjà, je pense que c'est pas notre place en fait. Nous, en tant qu'observateurs, on est là pour que les meilleurs soient au All-Star Game. S'il y a des Français, on est content. C'est des Français De qui manière méritent, purement qui méritent d'être patriote. All-Star. Exactement. Exactement. Mais je nous vois pas organiser des votes. Voilà, des votes pour que les gens envoient un tel ou un tel au All-Star Game. C'est l'affaire de tout un chacun. Je pense pas que ce soit à nous, notre place en tant que journaliste, d'appeler de nos voeux à ce que les gens votent pour les uns ou les autres. Surtout Enfin, que, je sais pas comment tu le vois, toi. en fait, je pense que les cas qu'il évoque, parce que les cas qui ont marqué un peu les esprits, c'est peut-être genre Zaza Pachulia à une époque, toute la Géorgie qui avait voté, mais c'est pour un joueur en particulier qui est l'emblème d'un pays, et ils sont pas 50. Là, les joueurs français, on est beaucoup, on est de plus en plus. Moi, par exemple, tu sais à quel point j'adore Moussa Diabaté. Je suis conscient que, je vais pas lancer une pétition et un mouvement pour qu'il soit All-Star, alors que il fait une belle saison, mais il a pas pour moi, c'est pas encore du calibre All-Star. Donc, à la limite, si c'est sur un joueur en particulier, par exemple, on peut se dire, et on a déjà reçu des questions dans ce sens-là, par exemple, pourquoi les médias français sont pas plus à soutenir, je sais pas, Rudy Gobert dans une course au DPOI, par exemple. À la limite, la question peut peut-être s'entendre, tu vois, sur un cas spécifique. Sur le plan global, on va pas. Il y a tellement de joueurs français en plus que je pense que, par exemple, si Victor Wembanyama fait une saison de calibre MVP, peut-être, là, à mon avis, tous les médias français, nous les premiers, on dira, on considère qu'il mérite d'être MVP. Après, j'ai l'impression peut-être on essaie de prendre le truc avec un angle. On essaie d'être juste, en fait. Je pense que s'il y a des joueurs étrangers qui méritent plus qu'un joueur français, on va pas être
plus chauvin que ça. Peut-être qu'on nous dit parfois vous êtes trop chauvin à défendre un tel ou un tel, à dire que Rizaché c'est pas Kata, à dire qu'un tel. Mais après, on essaie d'être juste. Penser là pour le All-Star Game en particulier, ça a en plus des implications. Donc, je pense pas que ce soit notre place effectivement de pousser et de militer absolument pour que des joueurs qui n'ont pas forcément vocation à l'être pour l'instant le soient. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Je pense, enfin, toi, dans l'exemple que tu donnais pour Victor Wembanyama, cette saison, je pense pas que ce soit le MVP ou le meilleur joueur de la ligue. Donc, tu sais, je me Non, verrais non. pas demander aux gens de voter ou je pourrais pas me sentir partisan là-dessus. Tu sais, enfin, longtemps, c'était il y a longtemps plutôt. Mais par exemple, au moment de l'émergence de Tony Parker en NBA, le moment où il cartonnait, nous, finalement, avec le magazine Rivers, Tony Parker, sa première cover, je crois que c'est le numéro 11. Mm. Après, ça doit être le titre de 2007, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Quelque chose comme ça, 2007. Ah, je me rappelle plus, j'ai plus les dates précises en tête. Ça va être quelque chose dans cet ordre d'idée-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, Tony Parker était en cover de tous les magazines de basket. Il faisait la une de l'équipe régulièrement. Et son parcours, il était exceptionnel. Mais il était exceptionnel avant tout parce qu'il était français. Et nous, ça ne nous semblait pas être un dénominateur ou un facteur suffisamment important à l'époque pour qu'on se dise, bah non, du coup, on est obligé de le mettre en cover une fois sur deux. Parce que le fait qu'il soit... Enfin, nous, on aime les basketteurs français quand ils sont bons, mais moi, je suis fan de basket. Oui, je pense que c'est le cas de nous tous au sein de la rédaction. On est avant tout fans de basket, finalement. Peu importe d'où viennent les gens. S'ils viennent... je dis ça pour dire que s'ils sont français et qu'ils sont bons, bah, on est content. Voilà, on est content. Mais c'est la différence, je pense, aussi entre... Ouais, je me sens pas particulièrement chauvin. C'est ça que je veux dire, quoi. Ouais. Même, tu vois, en compétition internationale, bien sûr, je suis pour l'équipe de France, mais je suis pour que l'équipe de France joue bien. C'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Ouais. Si elle joue mal et qu'en face ça joue mieux, bah, je veux dire bravo, en face ça jouait mieux. De la même manière que par le passé, là, quand on suivait quand les équipes d'Euroleague françaises n'arrivaient jamais jusqu'au top 16, Ouais. ben, je m'arrêtais pas de regarder les matchs d'Euroleague à partir du début du top 16. Alors que j'ai bien conscience que c'était David Cosette qui nous disait ça, qu'à l'époque sur Pathé, l'audience chutait dramatiquement. Et je disais, Ouais. mais je comprends pas. Après, c'est le meilleur de la compétition, finalement. C'est les meilleures équipes qui s'affrontent. Donc voilà, moi je suis pour que les meilleurs basketteurs et les meilleures équipes soient célébrés à juste titre, finalement, d'où ils viennent, peu importe. Bien sûr. Ça n'empêche pas après d'avoir comment dire, un peu plus d'affect. J'imagine que le fait que Moussa Diabaté soit français, je reprends l'exemple de Moussa Diabaté parce que Ouais, les gens savent que voilà, que je l'aime bien. Le fait qu'il soit français, peut-être ça joue parce que j'ai commencé à le suivre parce qu'il était français, parce que j'ai entendu parler d'un Français qui jouait à Michigan. Et du coup, je me suis intéressé à lui. Donc, à la limite, tu peux avoir un peu plus d'affect si le gars est bien français, sûr. mais bon, de là, je leur dis, je vais pas, vous me verrez pas, s'il le mérite pas, je vais pas me mettre à militer pour qu'il soit All-Star. De toute façon, il est bien trop fort, il le sera un jour de lui-même, quand il sera plus suspendu pour s'être battu, évidemment. Bien entendu. Allez, on passe à une autre question. Alors, le pseudo, vu que c'était une question qui nous a été posée sur YouTube, le pseudo c'est IK8810, pardon. Donc je sais pas si c'est ce pseudo-là qu'il espérait pour la question, mais voici sa question. Elle concerne la question du GOAT. J'aimerais vous soumettre une problématique que j'ai par rapport au classement de Wilt Chamberlain, qui est souvent trop bas avec comme argument, c'est seulement 2 titres et ses défaites contre Bill Russell. C'est totalement biaisé par la différence de niveau des coéquipiers respectifs. Les stats des 2 joueurs lors de leur confrontation directe sont incomparables. Wilt était à peu près à 30 points par match, 28 rebonds, 3,8 passes et 48 ou 49% au tir. Bill Russell, lui, était à 14 points, 23 rebonds et 4,4 passes et 37% au tir. De plus, si les contres étaient comptabilisés, Wilt tournerait à 9 par match pour 8 pour Russell, ce qui est déjà fantastique. Donc si cette stat existait à l'époque, Wilt serait considéré aujourd'hui comme le GOAT indiscutable. Il tournerait sûrement un triple-double en carrière. Qu'en pensez-vous ? Je pense que Wilt Chamberlain est l'un des joueurs les plus complexes, peut-être, de l'histoire Ah ouais. du basket ou de la NBA. Parce que, je le dis à chaque fois, allez jeter un coup d'œil sur ses stats sur Basket Référence ou sur Wikipédia. Tu as l'impression d'être passé dans le multivers. Tu dis, mais ça n'a aucun sens. Rien n'a de sens. Les moyennes, les totaux, l'époque, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Et effectivement, ce qui est compliqué avec Wilt Chamberlain, et je pense que alors, la question du contexte est énorme. S'il s'était retrouvé aux Celtics à la place de Bill Russell, j'imagine effectivement qu'il aurait certainement gagné plus de titres. Mais est-ce que l'équipe aurait continué, aurait eu la dimension dynastique qui était la sienne? C'est pas sûr parce que effectivement, ce qui est compliqué qu'un joueur comme Wilt Chamberlain, et ce qu'il pénalise, je pense, et qui est pas totalement anodin, c'est le fait que ces équipes n'ont pas toujours été très fortes, n'ont pas toujours performé, que
l'image qu'il a laissée ou l'impression qu'il a laissée à certains de ses anciens coéquipiers comme à certains de ses adversaires était pas toujours flatteuse, et que finalement c'est cette question-là qui reste au cœur de tout et qui est notamment au cœur du livre de Bill Simmons dans lequel The Big Book of Basketball, dans lequel il établit une pyramide, en fait un système pyramidal pour classer les joueurs. C'est de savoir, est-ce que le meilleur joueur c'est celui qui fait les stats les plus incroyables, ou est-ce que c'est celui qui permet à son équipe de tirer le maximum de ce qu'elle a en stock. C'est un peu ça, en gros, pour simplifier l'idée. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, Wilt, de ce qu'on peut en percevoir après ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu entendre, parce que, bien entendu, nous, on l'a jamais vu jouer, il coche pas toutes ces cases-là, quoi. Bah, je suis assez d'accord. Moi, je pense que sur l'aspect extraterrestre, tout le monde est bien conscient que c'était un alien, hein. Individuellement, c'est peut-être ce qui s'est fait de plus dominant dans l'histoire du basket. Par contre, bah, là où moi je le mets jamais devant Russell dans un classement du GOAT, parce que c'est la question du GOAT là qu'on nous pose, pour l'aspect rayonnement, grandeur, moi c'est des critères qui sont importants pour moi. Ouais, c'était une individualité plus forte peut-être que Russell, ça se discute encore, mais on va dire ça. Et ce qu'il a apporté collectivement, c'était pas la même chose. Russell, pour moi, c'est le gagnant. Enfin, c'est vraiment le gagnant ultime. Il a peut-être même au-dessus de Jordan, c'est pour dire. Quand on peut, si on se met sur cette réflexion-là, le mec a quasiment toujours gagné et fait gagner ses équipes. Et moi, si un classement du GOAT, non, Chamberlain, même s'il y avait eu les contres comptabilisés, ses stats seraient encore plus folles, mais ça en ferait pas le GOAT pour moi. Tu vois, et c'est pour ça que je mettrais, même sans me mouiller sur un classement précis, pour moi, Russell a plus marqué la NBA que Will Chamberlain pour ces raisons-là, quoi. Il y avait une rivalité qui était super cool. C'est un sujet qui est intéressant, hein. Leur amitié, rivalité, c'était assez fascinant. Leurs oppositions, là, parce qu'on nous parlait des stats les uns contre les autres. C'était assez fascinant, mais j'en ressors pas en me disant parce qu'il a des meilleures stats que Bill Russell, c'était un meilleur joueur et il doit être devant lui au classement du GOAT, quoi. Mais bon, ouais, t'as raison. Ce que t'as dit pour commencer, je pense que ça résume très bien, c'est qu'il est extraordinairement compliqué à classer parce que il n'y a pas d'autres exemples. Parce que même les joueurs dominants qui sont venus après, très dominants individuellement, un Shaquille O'Neal par exemple, alors, qui pour le coup a gagné en plus, hein, ben, ça n'a pas été aussi outrageant que ce qu'a fait Chamberlain par rapport aux autres. Tu as vraiment l'impression qu'il ne faisait pas le même sport et pourtant ça a débouché que sur 2 titres. Et là, pour le coup, même si je ne suis pas pour la dictature du nombre de titres, quand on a un qui en a 2 et l'autre qui en a 11, il n'y a pas que le talent des coéquipiers parce que le niveau défensif de Russell notamment, et ça, tous ceux qui l'ont vu jouer s'accordent à le dire, ça faisait quand même la différence pour les Celtics et c'est aussi ce qui les a fait gagner autant de titres à l'époque. Donc bon, c'était un personnage fascinant aussi, hein. Je vous enjoins vraiment à lire tout ce qui est possible sur le sujet, à l'écouter aussi. Il reste quelques interviews de lui. C'était un personnage vraiment incroyable et totalement hors norme, le côté playboy et séducteur invétéré. Et c'est marrant, je suis retombé sur un article qu'on avait écrit à l'époque sur une anecdote où Bill Russell racontait quand ils étaient encore à peu près potes, parce qu'après ils sont un peu fâchés avant de se rabibocher, mais ils se faisaient des défis, ils prenaient leur voiture de course à travers toute l'Amérique et ils se faisaient des courses avec leur voiture pour voir qui était le meilleur, le plus rapide. Enfin, c'était... Bref, ces deux-là, à l'ère des réseaux sociaux et aujourd'hui de YouTube, je pense qu'on aurait pu avoir des trucs assez marrants. Mais bon, voilà. Bref, pour répondre à la question, non, Will Chamberlain ne serait pas, je pense, le GOAT si les contres avaient été comptabilisés. Et ouais, juste pour tempérer, effectivement, la comparaison du nombre de titres, bien sûr qu'il aurait pu espérer en avoir plus s'il n'y avait pas eu cette armada du côté des Celtics, comme un petit peu quand tu regardes les Patrick Ewing, Charles Barkley, Clyde Drexler ou autres, Karl Malone, qui aurait pu espérer aller choper au moins un titre, ou peut-être même 2 s'il n'y avait pas eu les Bulls de Jordan. Donc tu es tombé dans la au mauvais moment. Ça, c'est indubitable avec moins d'équipes. Donc finalement, c'est toujours pareil. En fait, c'est très dur. Tu vois, le nombre d'équipes, je trouve que c'est une des données qui est dure à prendre en compte vraiment, parce qu'en fait tu peux dire bah oui, du coup chaque équipe était bien plus forte puisque il y avait, si tu pars du principe qu'il y avait en proportion à peu près le même nombre de talents, ils étaient simplement répartis en je sais plus, une dizaine d'équipes, quinzaine d'équipes, je sais plus combien il y en avait à l'époque au lieu de 30 aujourd'hui. Donc effectivement, si tu as une équipe comme Boston avec aussi si on reprend tous les facteurs, c'est-à-dire qu'à l'époque il n'y a pas de free agency, donc finalement les joueurs sont pas en capacité, c'est pas genre tu es à Boston, tu as gagné 2 titres, tu as été l'un des 3e meilleurs marqueurs de l'équipe et tu dis maintenant je vais essayer de demander mon trade, ou je vais vouloir, même pas mon trade, je vais aller signer dans une autre équipe qui va me proposer autant parce que j'ai plus de responsabilités. Non, les joueurs avaient aucune liberté de mouvement à l'époque, donc tout ça fait que c'est très dur de comparer, mais je pense malgré tout que ce que tu soulignais, Chat, et ce dont on parlait en termes d'impact sur
sur ces équipes, Wilt Chamberlain, je pense qu'il est pas vraiment le GOAT. Et il y a une notion en fait que je trouve intéressante. Je dis pas qu'elle résume tout, mais je sais que Bill Simmons s'en sert en fait quand il parle. Il parle notamment dans le chapitre sur Shaquille O'Neal et dans celui sur Wilt Chamberlain. Il dit le mec, de ses arguments, c'est le gars, il a été tradé plusieurs fois dans son prime. Ouais. Et c'est vrai que c'est encore une fois, c'est pas l'argument final, mais c'est pas tout à fait neutre non plus comme argument, je trouve. Ouais. Question, alors toujours un peu liée au GOAT, question d'Adrien avec un H, sur un intérieur moins playboy que Wilt Chamberlain, mais tout aussi marquant pour sa génération, Nikola Jokic. Adrien nous demande, Nikola Jokic doit-il déjà être intégré au débat du GOAT selon vous ? Sur le plan du jeu pur, il coche des critères rares, la domination statistique sur plusieurs saisons, l'impact collectif majeur, rôle central dans l'évolution du poste de pivot, capacité à élever le niveau d'une équipe sans dépendre d'un volume de tir extrême. Historiquement, peu de joueurs ont à la fois contrôlé le tempo, dicté les choix défensifs adverses et redéfini aussi profondément leur position. Évidemment, certaines dimensions du débat restent ouvertes pour Jokic, la longévité, le nombre total de titres, la domination sur une décennie complète et l'héritage. Mais indépendamment du classement final, la question mérite d'être posée dès maintenant. Le GOAT se juge-t-il uniquement sur l'accumulation de bagues et d'années ou aussi à l'impact historique sur la manière dont le basket est joué ? Théo, est-ce que Jokic doit déjà être considéré comme l'un des candidats pour le titre de GOAT ? Est-ce que s'il arrêtait sa carrière aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on pourrait le considérer comme l'un des aspirants pour ce titre de GOAT ? Non, je pense pas, parce qu'il n'y a qu'un titre. Avant tout, pour cette raison-là, il lui reste encore le temps d'étoffer son dossier de candidature, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que finalement, à nouveau avec les règles qui entourent la NBA, c'est-à-dire celles qui régissent les contrats, je pense qu'il n'y aura plus de carrière de gars avec 5-6 titres. Ça va être extrêmement compliqué, ça va l'être de plus en plus. Donc je pense pas que de ce point de vue-là, en fait, ça va être de plus en plus dur finalement pour intégrer la discussion. C'est ça que je voudrais dire. Même si le pendant de tout ça, c'est que les joueurs vont jouer plus longtemps. Enfin, les joueurs jouent plus longtemps. Donc, encore une fois, Jokic, il a le temps d'étoffer son dossier. Donc, je pense pas, non. Je pense que ça va être... aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr que non. Plus tard, j'ai du mal à le voir dans cette discussion-là, vraiment. Même si, pour moi, je continue de le dire, c'est l'un des joueurs les plus forts que j'ai jamais vu de ma vie. Et si finalement, le GOAT, c'était... Quel est le... Voilà, en termes de... Dans son prime, au pic du pic, tu prends les meilleurs joueurs de l'histoire à leur pic et tu essaies de déterminer lequel était le plus fort. Ça sera un autre type de discussion. C'est-à-dire que tu mets de côté le palmarès. Et là-dedans, Jokic aurait énormément d'atouts. Là, pour le coup, je pense qu'il rentrerait dans une discussion. Je pense qu'il sera dans la discussion. Je ne dis pas qu'il terminera comme ayant été le plus grand pivot de tous les temps. Parce que là aussi, il y a de sacrés spécimens dans la liste. Mais par contre, là, je pense que la question se posera. Et question qui pourrait être intéressante, c'est des GOAT par période, en fait. Des GOAT par, tu vois, si tu prends... je sais pas, l'ère avant les années 80, des années 80 jusqu'à la fin des années 90, tu vois, si tu prends en gros des vingtaines d'années, par vingtaine d'années, là oui, Jokic, il y a une question qui se pose et je pense dans tous les cas, que les gens sont pas forcément prêts pour voir à quel point il risque d'être haut malgré tout. Quand on devra le classer dans des listes all-time, il sera super haut. Ouais, je pense aussi. Dans la dimension de GOAT, à nouveau, l'aspect grandeur et rayonnement sur plein de trucs médiatiques, culturels, ça joue quand même dans la réflexion du GOAT à proprement parler. Par contre, Jokic, je pense que même s'il arrêtait sa carrière maintenant, si on botte un peu large, voilà, déjà il est dans les top 30, 40 déjà, quoi qu'il arrive, je pense. Vu ce qu'il a fait, vu la manière dont il a changé les choses, il va finir dans les meilleurs passeurs de tous les temps. Les triples-doubles, évidemment, bon, il va s'emparer du record, ça fait aucun doute. Donc déjà, il va finir sa carrière, même s'il l'arrête aujourd'hui, il la finirait comme une légende absolue. Il est l'un des meilleurs pivots de tous les temps. Et après, c'est intéressant la discussion sur l'époque. Bon, après, du coup, on peut plus dire GOAT, on peut dire Go avec un E à la fin, Greatest of Era, tu vois, à la limite. Et ça, là-dessus, ouais, il a clairement marqué sa génération. Là, pour le coup, lui, c'est peut-être un joueur générationnel parce qu'il aura, quoi qu'il arrive, marqué toute une génération. Et pour sa candidature, allez, un petit titre encore, je pense que c'est pas mal. Si plus tard, on a dans la réflexion que les joueurs peuvent plus gagner 3, 4, 5, 6 titres, bah, on nuancera un peu et il y aura tout le reste des qualités de Jokic pour dire que ça a été l'un des plus grands de tous les temps. La question, c'est plutôt jusqu'où il va grimper, à mon avis. Tu vois. Là, ça, on peut se le demander dans la discussion globale, parce qu'après, on peut, à une place près, est-ce qu'on se dira de manière unanime, bah oui, c'est un des 10 meilleurs joueurs de tous les temps, évidemment,
ou non, il est un peu plus loin pour X raisons. Ça, c'est plus intéressant. La question vraiment du GOAT, c'est trop limité. Enfin, c'est trop restreint pour l'instant, selon moi, à 3-4 noms, quoi. Sinon, tu peux pas. Et pour la plupart, c'est limité à 2 noms. Hein, donc, bon. Donc, non, je répondrai aussi par la négative, personnellement. L'autre élément qui est intéressant dans son dossier de candidature, encore une fois, c'est qu'il a 3 titres de MVP. Il aurait pu, de manière réaliste, en avoir 5 sur les 3. Je dis pas que les deux, celui qui a été pour Joel Embiid ou celui qui a été pour Shai, je dis pas du tout qu'ils sont usurpés, pas du tout. Mais rien que si tu regardes ça, en fait, si tu regardes le nombre de joueurs qui ont 3 titres de MVP et qui ont été dans la course pour en avoir 5, c'est-à-dire ceux qui étaient parmi les finalistes, quoi qu'il arrive sur des... Tu vois, voilà, qui sont arrivés en finale pour une ou deux autres opportunités, occasions de plus. Il n'y en a pas 50 dans l'histoire de la NBA. Ouais, et cette année, il faut voir combien de matchs il va jouer dans la saison, s'il sera éligible à l'élection de ce trophée cette année. Mais cette année, il sera aussi au minimum dans le top 3. Au minimum, je pense. Et oui, ça, c'est en étant large. Hein. Et donc ça montre la classe du joueur. C'est insensé. La régularité, la constance dans l'excellence, je pense que ça va aussi définir quand même sa carrière, parce que à partir du moment où il y a eu l'éclosion, il a tout le temps été dans la discussion pour l'MVP. Et c'est vrai que si aujourd'hui il a 5 titres, ou s'il finit sa carrière avec 7 ou 8 titres de MVP, ce qui aurait pu être réaliste, là ça va peut-être un peu plus compliqué, mais avec la lassitude des votes, des votants aussi, mais ça change la perception aussi, je pense. Bon. Complètement. Question sur un tout autre sujet de Max. Le CQFR du samedi 7 février évoque une question sur les coachs français qui peinent à s'exporter à l'international. Effectivement, si vous ne l'aviez pas entendu, c'était une question qui nous avait été posée. Ça m'a rappelé une réflexion que je m'étais déjà faite en rapport avec le coaching des équipes féminines. J'ai toujours trouvé très dommage de voir des coachs hommes sur les bancs des équipes femmes. J'aimerais beaucoup que ce soit obligé d'avoir une femme en entraîneur principal des équipes féminines. Je ne peux pas imaginer que le réservoir de coachs femmes soit si peu intéressant, et il me semble impératif en 2026 de mettre des femmes en avant sur tous les aspects de chaque sport. Qu'en pensez-vous? Et avez-vous une explication au fait qu'il y en ait si peu mis en avant, autre qu'en raison du sexisme de notre société? Non, j'ai pas d'autres. Je pense qu'il n'y a pas d'autres Bon, raisons. voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres raisons. Je pense que c'est clairement celle-là qui prévaut toujours. D'ailleurs, je voyais passer. Où est-ce que j'ai vu ça? En Angleterre, sur les réseaux sociaux, j'ai vu justement une étude qui était sortie autour du basket et du basket féminin en Angleterre, qui soulignait à quel point, en fait, qui mettait en lumière et en avant tous les obstacles supplémentaires qu'il y avait sur le chemin d'une femme qui veut devenir head coach d'une équipe professionnelle en Angleterre. Donc il se trouve que c'était au Royaume-Uni, mais je pense qu'on peut vraiment l'appliquer partout. Hein. Non, il n'y a pas d'autre raison qu'il n'y ait pas plus de femmes qui ne soient pas head coach. Et en fait, ça commence très tôt parce que c'est très simple. Tu sais, je vois même à des niveaux amateurs, quand on cherche des entraîneurs, quand on cherche des arbitres, clubs, à des niveaux très, très amateurs, en fait, finalement, on voit que les femmes sont moins sollicitées tôt. Ouais. Derrière, on les pousse moins dans ces rôles qui sont des rôles de décisionnaires finalement. Alors autant quand même dans le corps arbitral, il y a pas mal d'arbitres féminines, mais si tu regardes les entraîneurs, chez les entraîneurs, même à des niveaux amateurs, bien sûr qu'il y en a, mais il y a. Quand tu vois le nombre de joueuses qui jouent, tu dis il y a pas de raison qu'il n'y ait pas plus de filles qui derrière se disent non, moi maintenant je veux transmettre, je veux entraîner. Mais donc je pense que c'est vraiment toutes ces barrières, ces plafonds de verre quoi. Ouais, en fait l'accès est limité, elles sont moins incitées à ça, et elles ont peut-être moins accès aux réseaux qui permettent de devenir coach après derrière, que ce soit, tu l'as dit, au niveau amateur ou au niveau pro. Et après, pour changer la donne, ça passe par... faut soutenir, pousser, encourager la formation, le fait de donner des postes à responsabilité de manière plus automatique. Mais bon, ça, c'est pas que dans le sport. Je vais rien apprendre aux femmes qui nous écoutent, que sur plein de secteurs dans la société, dans le milieu du travail, c'est plus compliqué. Quand elles sont en concurrence avec un mec, c'est plus compliqué, tu vois. Tout bonnement parce que la personne qui va leur faire l'interview va se dire... alors là, c'est un problème particulier que j'évoque, hein, mais à un moment, elle voudra avoir un enfant, elle va s'absenter sur telle ou telle période. Si je prends le gars, il y a moins de chance, et puis il sera absent moins longtemps, et du coup, c'est compliqué. Alors là, c'est peut-être pas là spécifiquement pour le sport, mais il y a plein de problématiques autour de ça qui expliquent que les femmes ont moins accès à ces postes décisionnaires. Là, si on parle de la NBA, il y a des femmes dans les staffs NBA, il y en a de plus en plus. Enfin, c'est toujours pas énorme, mais il y en a toujours. Quand il y a eu Becky Hammon, quand il y a eu Teresa Weatherspoon, qui ont eu des entretiens
avec des franchises pour le poste de head coach. Après, à quel point ça a été sérieux, à quel point elles ont été loin dans le process, je sais pas. Je me demande toujours à quel point c'était juste pour se faire de la bonne pub. Et il y en a encore dans les staffs actuels. Jenny Boutsek, ça fait super longtemps qu'elle est là. Il y a Brittany Donaldson aussi qu'on avait eu en interview il y a quelques années. Tant que personne leur donne vraiment l'occasion d'être dans ce poste de head coach, ça avancera pas. Et peut-être que la première, elle se brûlera un peu les ailes, peut-être que ce sera compliqué, que ce sera difficile, mais au moins, il y aura eu peut-être cette barrière-là qui est brisée. Pour moi, tant que tu... Alors, je dis pas qu'il faut faire de la discrimination positive, hein, c'est pas ça. Je dis pas forcément qu'il faut absolument mettre une femme partout, mais si elles ont jamais la chance d'exercer, bah, évidemment que voilà, on en restera là malheureusement et ça bougera pas. Moi, j'attends toujours la première femme à être coach en NBA. Je comprends pas que ça ait pas abouti, qu'il n'y ait pas une équipe, ne serait-ce qu'une équipe sur un projet de reconstruction. Je comprends la pression que c'est de devoir performer si l'équipe est ambitieuse, mais bon, puis c'est partout, c'est pas que dans le basket, hein, c'est pas un mal qui est propre au basket, dans d'autres sports. Au foot, il n'y a pas de coach féminine non plus. Il y en a eu une en France et elle s'est fait détruire et c'était Corinne Diacre, ça n'a pas marché du tout pour elle et après, c'est terminé. Et des autres secteurs, Ouais, je c'est connais ça qui est moins. dur. C'est qu'en fait, les pionnières ont jamais le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, si ça fonctionne pas, elles vont servir d'exemple en disant, bah, regardez, ça, vous voyez bien que ça marche pas. Il y a besoin de représentation. C'est pour ça que les carrières de Becky Hammon, de Staley sont aussi importantes. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu vois, ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est que le basket féminin, si vous aimez le basket, on tombe dessus tout le temps, en fait. Tu vois, il y a des comptes même comme I Can Play qui mettent en avant spécifiquement le sport, le basket féminin. Et donc, il y a besoin de ces représentations parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison en fait qu'il n'y en ait pas plus et qu'il n'y a pas de raison non plus qu'elle n'ait pas le droit à la médiocrité parce que quand on voit le nombre de coachs médiocres ou de joueurs médiocres ou de décisionnaires médiocres qu'il y a partout, et ben voilà, c'est pareil pour tout le monde. Mais oui, c'est des barrières qui sont quand même encore lentes à tomber, qui sont lentes à tomber. Ouais. Moi, j'avais parié que la première coach, head coach NBA après les échecs du coup de Becky Hammon et Teresa Weatherspoon, moi j'avais misé sur Cara Lawson qui du coup entre-temps a été nommée à la tête de Team USA chez les femmes. Elle avait été assistante chez les Celtics. Toujours un petit espoir qu'à un moment quelqu'un se dise que ça peut être une bonne idée. Bon, on verra. On passe à une autre question. Alors, je m'excuse si j'écorche le nom, mais je vais quand même le mettre en entier par respect pour notre auditeur. Question de Rasatarivoni Andriamalala Sitraka, qui nous dit « En tant que fan observant la Ligue, j'aime prendre du recul sur l'évolution historique de ce sport et un problème de gestion de stock semble pointer à l'horizon, celui du retrait des maillots. Le calcul est simple, il n'y a que 101 numéros disponibles de 0 à 99. À Boston, par exemple, près de 25% du stock est déjà au plafond. À ce rythme, dans un siècle ou deux, certaines franchises n'auront plus assez de numéros pour leurs 18 joueurs sous contrat. Le système actuel ne semble pas viable à très long terme. Selon vous, quelle solution serait la plus adaptée à l'ADN de la NBA parmi les 3 scénarios que je vous propose ? 1. L'expansion numérique. Autoriser les numéros à 3 chiffres. Voir un meneur porter le 101 ou le 777. Mais est-ce que ça ne briserait pas trop l'esthétique du basket ? Proposition numéro 2, le Ring of Honor à la sauce NFL. On célèbre le nom au plafond, on retire le maillot symboliquement, mais le numéro reste disponible pour les joueurs actuels. Mais est-ce que cela ne diminuerait pas le prestige de l'hommage ? Et enfin, troisième proposition, la location chez les légendes. Le système Bruce Bowen, Lamarcus Aldridge, le numéro est retiré, mais avec l'accord de la légende ou de sa famille, si le joueur est disparu, un nouveau joueur peut le porter temporairement. Personnellement, j'ai du mal à imaginer un futur avec des numéros de téléphone sur les maillots, mais le plafond de Boston finira bien par saturer un jour. Très bonne question. Alors déjà, je trouve que cet auditeur est hyper optimiste parce que ça voudrait dire que dans 100 ou 200 ans, il y a encore une planète sur laquelle on peut jouer au basket. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Merci pour l'ambiance, merci d'avoir mis l'ambiance. Moi, j'étais pas aussi optimiste, mais bon, très bien. Non, par contre, toutes les propositions sont cool. Hein. C'est vrai que, alors sur l'esthétisme, sur les maillots, écoute, maintenant il y a des pubs sur les maillots. Moi, au début, je comprenais pas comment c'était possible. Ils disaient que c'était injouable. Donc ça, je pense pas que ça sera un frein pour la NBA s'il y a possibilité, s'il y a besoin à un moment. J'aime bien le Ring of Honor. Je trouve ça assez cool en fait. Ouais. Je trouve ça assez cool. C'est une sorte de Hall of Fame interne, enfin propre à chaque franchise. C'est ça, le truc, c'est que le problème des Celtics n'est pas le problème des Sacramento Kings, par exemple. Donc, c'est aussi très inégal. Dans 5 siècles, ils seront toujours 3-4 seulement, je pense. Hein.
Voilà, donc bon, là, je pense que Jalen Brown et Jason Tatum sont bien partis pour que leur numéro Ouais, soit également retiré au plafond. Mais oui, je sais pas si. Je pense que c'est pas un problème quand même à court terme. Je pense qu'il y a suffisamment de marge pour que les équipes voient venir un petit peu. ouais, je pense aussi. C'est vrai que ce serait marrant de voir des maillots 123, 1, 2, 3, ça serait super moche quand même quand tu. Faudrait Avec changer les arbitres pour la annoncer les taille. fautes. Ah ouais, Oh, t'imagines, numéro ouais. 764. Ah non, l'enfer. Mais merci pour les propositions. Écoute, on les soumettra à Adam Silver ou à ses successeurs qui sont toujours là dans entre 2 ou 3 siècles. Voilà. Question suivante de Greg44BZH qui, si je ne me méprends pas, doit être breton, hein, vu Oui. le pseudo. Ma question concerne Nolan Traoré. Ça fait plusieurs matchs où je vois des highlights de lui qui me semblent très prometteurs, surtout depuis qu'il a pu sortir de la G-League. Je trouve son premier pas dévastateur, certainement l'un des plus rapides de la ligue, ce qui lui permet de driver et d'aller marquer près du panier avec une certaine aisance. Il n'hésite pas non plus à prendre des tirs au-delà de la ligne, malgré tout. Je sais que s'imposer au poste de meneur est la chose la plus difficile qui soit en NBA. La preuve, seul Tipeee a réussi à le faire en tant que Français. Je voudrais connaître votre avis sur ce joueur, future carrière à la Tipeee ou plutôt un avenir à la Kylian Hayes ou Théo Malédon. L'entre-deux est immense, quand même, C'est pour oui, l'NBA. Donc moi, je serais tenté de dire oui, ça sera entre deux. Je vois pas une carrière malgré tout à la Tony Parker et je pense que Nolan peut espérer quand même essayer de se faire une place dans la ligue. Après, on voit bien la difficulté que c'est à ce poste-là de se faire une place. Nolan, il est encore jeune, il a la taille, il a la vitesse pour. Je pense qu'il y a aussi quand même un cap physique à passer pour pouvoir s'imposer parce que tu peux pas jouer que là-dessus en NBA. Et l'autre chose qui est un petit peu dure à évaluer, je trouve, c'est le statut très spécial des Nets cette année. C'est-à-dire que tu vois, c'est intéressant qu'il ait cité Théo Malédon parce que on se rappelle des années d'OKC où ils étaient dans la période d'évaluation de leurs prospects. C'est-à-dire que Théo, il avait été longtemps titulaire ouais. même de cette équipe du Thunder avant d'être rebasculé en G-League et finalement de ne pas être prolongé au-delà de son contrat rookie. Donc j'ai l'impression que Brooklyn, il y a un petit peu de ça là. Ils sont en train d'évaluer un petit peu leurs prospects. Ils leur donnent du temps de jeu, ils le retirent, ils les remettent, ils les font jouer en G-League, ils vont les faire se développer cet été. Ils vont leur donner des objectifs de progression. Mais là, rien n'est acquis par contre pour Nolan. Je pense qu'il y a vraiment. C'est l'été et l'année qui suit peuvent être vite déterminantes pour sa carrière en NBA en tout cas. Par contre, pour le reste, il est encore très jeune et c'est un joueur qui a plein de talent. Donc, je ne me fais pas de soucis pour lui au haut niveau. Pour la NBA, je pense que c'est trop dur à déterminer dès maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Shai. Si, c'est super compliqué. Par contre, ce qui est vrai, je note comme lui que les dernières semaines ont été assez encourageantes parce Ouais. il a pu jouer. Il a vraiment bien pris en compte ce qui lui était un peu reproché de manière très très claire et franche par Jordi Fernandez. Et c'est vrai qu'il est impressionnant. Moi, même si c'est des matchs où soit l'adversaire est moyen ou soit l'équipe des Nets elle-même est faible, c'est vrai que ce premier pas, cette vitesse, elle est redoutable, elle est impressionnante. Ça peut être une vraie arme. Et si derrière le shoot suit, s'il y a un développement physique, il n'y a pas de raison qu'il fasse pas une bonne carrière. Mais tu as raison aussi, c'est beaucoup trop tôt. On va attendre de voir de quelle manière va évoluer le projet Nets, quels joueurs vont rester. Kylian Hayes aussi, il a fait des bons passages avec les Pistons, Oui. des matchs en double-double, point passe, comme a fait Nolan sur le match précédent. Et au final, il est quand même sorti de la ligue parce qu'au moment où le projet a changé un peu de nature, il n'a pas été parmi les joueurs retenus. Alors, avec la limite du tir qui est resté pour lui, mais donc on ne peut pas savoir. Moi, c'est vraiment un joueur dans lequel j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir, notamment avant la draft. Les derniers mois avant sa draft, sa cote a chuté. Je reste assez optimiste pour lui quand même. Et ouais, non, la carrière à la Tony Parker, c'est une carrière exceptionnelle, extraordinaire, collectivement déjà, parce qu'il est tombé sur une équipe où il a contribué à faire une équipe légendaire. On ne peut pas mettre cette pression-là sur qui que ce soit, déjà pas Nolan Traoré. Donc ouais, l'entre-deux serait bien déjà. Je veux dire, un joueur, si je sais pas, il Carrément. fait une carrière où il y a je sais pas, des sélections All-Star Game, des playoffs, un rôle de titulaire en NBA, rien que ça, je veux dire, ce serait déjà très beau vu la concurrence, vu le nombre de joueurs qu'il y a. Et à ce poste-là, ce sera déjà pas mal. Mais le talent est là et je suis d'accord, je suis encouragé aussi par les dernières prestations. Mais tu as raison, parce que c'est vrai que quand on parle de NBA, et notamment des joueurs français, on rêve de All-Star, on rêve de ceci, de cela, et c'est légitime d'avoir ces aspirations-là. Mais moi, je garde toujours cette phrase en tête de Jalen Rose, qui disait le plus grand compliment que tu puisses faire à un joueur NBA, c'est de l'appeler vétéran. Parce que ça veut dire qu'il a réussi à se faire sa place dans la ligue et est resté. Et effectivement, il y a 450 places.
tous les ans, il y a un turnover de malade. Il y a de plus en plus de joueurs qui viennent frapper à la porte parce qu'ils viennent de partout à travers le monde. Donc c'est pas un échec forcément. Enfin, c'est pas un échec. J'allais dire, c'est pas un échec de pas pouvoir y rester. C'est plutôt que c'est exceptionnel de pouvoir y rester. C'est plus ça comme ça qu'il faudrait que je le tourne. Et que c'est pour ça que tu vois, l'entre-deux entre Tony Parker et Théo Malédon, il est très large. Et il y a de quoi faire des très bonnes carrières, des très belles carrières dans cet intervalle. En sachant que Théo Malédon, rien ne nous dit qu'il va pas à un moment revenir tenter sa chance en NBA. Ouais. C'est possible. Je veux dire, il fait une très belle carrière en Europe. Il n'y a pas de raison. Voilà, c'est déjà vu des mecs qui revenaient un peu plus tard et qui avaient des rôles. Donc, voilà. Question de Tristan. Vous me régalez pendant les CQFR que j'écoute souvent en courant et parfois on doit me prendre pour un fou lorsque je rigole de vos punchlines. J'ai d'ailleurs sorti le popcorn lorsqu'une question du CQFR a évoqué les JO d'hiver. Je n'attendais qu'une chose, qu'Antoine envoie une cartouche à un sport et c'est en toute logique que son choix s'est porté sur le curling. Il était assez soft, les pongistes et joueurs de hockey sur gymnase ont dû être déçus. Quel sport seriez-vous curieux d'essayer, même si c'est un sport qui n'a aucun flow? Je suis nul en piscine, mais je peux rester bloqué par exemple sur des vidéos de hockey subaquatique. Théo, est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais essayer, un sport un peu improbable, si on peut utiliser ce terme-là? Alors, déjà, je voudrais rebondir sur la question, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'entre vous qui... Enfin, vous avez été nombreux à nous dire que vous aimiez, que vous suiviez les JO d'hiver avec intérêt, notamment à soutenir la cause du biathlon, sport auquel tu as mis une énorme cartouche, Shai. Donc voilà, ouais. On vous lit, on vous a vu, il n'y a pas de souci. Un sport... Moi, le truc, c'est que j'ai fait plein de sports différents quand j'étais gamin. J'étais nul à tous. Je suis arrivé au basket, j'étais pas meilleur, mais juste je me suis accroché plus longtemps, en fait. Donc voilà, j'ai fini à l'usure par me faire une place à un niveau extrêmement modeste. Donc je pense pas avoir des tonnes d'aptitudes. Je m'étais essayé brièvement au jiu-jitsu brésilien. Je pense que c'est un sport qui m'aurait bien plu si j'avais commencé plus jeune. Voilà, j'ai pas pu poursuivre pour des raisons de santé, mais ça c'est un sport que j'aurais bien aimé continuer à creuser. Sinon, juste pour la blague, parce qu'on parlait des JO d'hiver, juste pour ça, sache que j'ai eu l'opportunité de tester 2 types de sports olympiques qui se retrouvent aux Jeux olympiques d'hiver. Le curling, notamment. T'as testé le curling? J'ai testé, absolument, dans le cadre d'un voyage de presse à Utah. Je l'avais mentionné dans un épisode récent du Hoop Culture. Ouais, c'est vrai. Et donc, on avait pu tester le curling, qui est un sport assez casse-gueule. J'ai pas été passionné, hein, mes camarades, mes autres journalistes ont joué plus longtemps que moi. Et par contre, bien plus cool, j'ai pu faire une descente en bobsled sur la piste de Park City voilà, qui est proche de Salt Lake City. Et ça, c'était incroyable, quoi. Je veux dire, la sensation de vitesse doit être assez folle. Ouais, et je pense qu'on allait à une vitesse qui était bien inférieure, bien entendu, à celle des plus grands athlètes, mais c'était assez fort. Et comme j'étais le plus grand, il m'avait mis derrière. Et donc, en fait, moi, je voyais rien de ce qui se passait. Donc, tous les virages, j'avais l'impression d'être dans Space Mountain. Je voyais rien arriver, quoi. Je subissais la courbe, entre guillemets. Mais ça j'avais bien kiffé, quoi. Donc, voilà pour les petites anecdotes. Toi qu'est-ce que tu aimerais tester, Shai? Alors, dans les sports considérés improbables, je réfléchis parce que c'est un peu ce qu'il nous disait, même si ces sports n'ont pas de flow. Mais franchement, le curling, tu vois, ça m'a toujours intrigué. Je me suis dit, ça devait être marrant, mais bon, si ton retour d'expérience n'est pas à top, je m'abstiendrai peut-être, sauf si on me propose gentiment. Si de nos auditeurs, il y en a qui ont des licences de curling et qui veulent nous inviter, écoute, pourquoi pas. Et sinon, en y réfléchissant, peut-être quelque chose comme... J'ai vu qu'il y avait, il y a des champions, tu sais qu'il y a des championnats de France et du monde de genre de cache-cache et de trucs comme ça. Tu savais ça? Alors, non, de chat, je savais, mais cache-cache, je savais pas. De cache-cache, j'avais lu un article, je crois que c'était dans Society il y a quelques années, et de genre, c'est intense et tout, hein, et t'as des championnats de cache-cache. T'as des championnats de Quidditch aussi, là, comme dans Harry Potter, mais évidemment, tu marches avec ton balai, donc là, pour le coup, c'est absence totale de flow, évidemment. Pourquoi pas un jour essayer, ce serait marrant. Non, mais je vais rester sur le curling, allez, ça me dit bien. Même si je préfère une bonne vieille pétanque dans le sud, sous le soleil, parce que c'est quand même une pétanque sur glace, finalement. Un peu de ça. C'est ça. C'est moins casse-gueule, hein, quand c'est pas sur glace, par contre. Ça fait une grosse différence. C'est vrai. Et juste pour rendre hommage au curling, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à regarder la série documentaire qui s'appelle Loser,
qui est sur Ah oui, Netflix, oui, qui oui, est oui, je me rappelle de celle-là. extraordinaire, qui avait servi un petit peu, qui avait été déclencheur d'idées pour notre MOOC Loser. D'ailleurs, on D'accord, ouais. avait pu interviewer le réalisateur de cette série Ouais. dans notre table ronde. Et dedans, il y a un épisode sur le curling qui est assez exceptionnel sur un mec qui est une espèce de... En gros, je vous spoile rien, mais un gars qui a été le... En fait, qui a saisi un moment un petit peu, comment dire, comment je peux le formuler? Espèce de Bozidar Malkovich du curling, en fait, qui s'est rendu compte que finalement, si tu pouvais pas gagner en mettant plus de points, tu pouvais essayer de gagner en empêchant les autres d'en marquer. Et comment ça a poussé, ça a forcé le curling à changer ses règles. C'est assez exceptionnel. Ah ouais, la stratégie, la tactique, la théorie du curling, ça doit être assez passionnant. Il y a des matières un peu comme ça étonnantes en STAPS. J'avais des potes en STAPS et je mangeais parfois avec un pote le midi. Il me disait, bah là, j'ai un cours de théorie du badminton. Véridique, théorie du badminton. Et il avait sur ces documents, il y avait des trucs qui théorisaient le badminton. Hein. Ok. Badminton, l'un des sports où j'ai pas été bon, mais que j'ai le plus apprécié quand même, que j'ai le Ah, plus c'est apprécié de sympa. pratiquer. Ouais. Le bad, c'est sympa. Et je terminerai en disant que, en fait, le biathlon, c'est pas que j'ai mis des cartouches au biathlon, c'est que j'ai bien précisé que en fait, j'y étais totalement insensible et ça m'intéressait absolument pas. C'est-à-dire que je regarde, je vois les gens C'est pas une cartouche, ça. c'est C'est pas pas du vraiment, tout une c'est moi, c'est cartouche. ma, je vais me défendre en disant que c'est ma sensibilité de mec qui, comme je l'avais Ok, dit, ok. n'est ni chasseur ni alpin, alors que c'est un sport de chasseur alpin quelque part, de mecs qui vivent dans la montagne, quoi. Tu connais un mec à Paris qui te dit, bah ouais, moi je suis licencié en biathlon, tu vois, c'est plus compliqué. Hmm. Donc c'est plus que voilà, quand je tombe dessus à la télé, j'arrive pas à y voir beaucoup. Voilà, ça m'intéresse pas, on va dire. Mais il y a plein de gens qui adorent ça. T'as vu, la preuve, c'est qu'on a une dizaine de gens qui nous ont dit ah mais c'est trop passionnant, faut regarder et tout. J'entends parfaitement, mais voilà, c'est pas ma tasse de thé. On passe à une question de Yao. Vous avez évoqué Gordon Hayward lors de l'un des derniers CQFR. Que retenez-vous de sa carrière? J'ai vraiment de la tristesse au vu du déroulement de sa dernière saison. Complètement passé sous le radar, il était censé faire le lion à OKC, mais il n'a pas réussi là où a performé Caruso. Globalement, depuis sa blessure, il n'est jamais revenu et n'a jamais semblé épanoui ou heureux, surtout son passage à Charlotte. Il semblait toujours en décalage ou en retrait. Et avez-vous en tête d'autres super joueurs qui ont fini leur carrière dans un anonymat complet? Bonne question pour Gordon Hayward. À Charlotte, oui, triste, mais vu le contrat qu'il y a signé, je pense que Ça ça va. va, quoi. Ça va, ça va. Il y a du soleil, etc. Mais non, par contre, oui, en fait, ce qui était dramatique, et Pierre Armand en parlait dans un épisode du Ouais, CQFR, du CQFR, du Hoop Culture donc culturel. récemment, hein, c'est la manière dont il se blesse. Premier match de la saison, première minute de la saison, une des premières actions de la saison. Horrible. Là, c'est vrai que c'était dur de ne pas avoir de la compassion pour ce joueur qui avait l'opportunité en plus de jouer pour son coach à Bah la oui. fac. Celui qu'il avait eu à Butler, C'était, ouais, Brad tu dis Stevens. voilà, tout est l'histoire, il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire. Donc dur. Derrière, effectivement, c'est triste, mais en fait, des joueurs comme ça, malheureusement, il y en a eu plein. On se rappelle pas de tous parce que c'était moins médiatisé aussi, mais toi, des joueurs comme Mark Price, moi que j'ai adoré, mais si tu mettais Mark Price dans la NBA actuelle, il serait phénoménal en Ah fait, bah, avec le tir externe, l'adresse, bien sûr. et puis un jeu bien plus ouvert, basé sur la vitesse. Mm. T'es pas obligé de rentrer dans la raquette et de te manger deux mecs de 2,15 m qui mettent des tampons énormes. Il y en a plein, malheureusement, des joueurs comme ça. Ou même, là, il y a Dylan Harper, là, qui est extraordinaire, qui est très bon avec les Spurs. On se rappelle de Ron Harper avec Stamper, les ouais. Bulls, bien sûr, mais le Ron Harper Cleveland. avec les Bucks. Donc je reviens encore pardon, avec les Cavs, avec Cavs, ouais. l'équipe de Cleveland, avant ses blessures, quand il avait une détente phénoménale. Tout ça, c'est des joueurs finalement qui n'ont jamais pu euh, exprimer sur l'intégralité d'une carrière Mhm. les qualités qu'ils avaient au départ. Donc oui, c'est triste pour Gordon Hayward. Je pensais que qu'il aurait quand même... En fait, quand il part à Charlotte, c'est là, plus que sa blessure, je pense que c'est le choix, c'est le choix de Charlotte, mais Charlotte lui propose tellement d'argent qu'il fait le choix de l'argent, Bah oui. et des fois, tu peux pas tout avoir. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Gordon Hayward. Ouais, c'est ça. Je repensais quand tu évoquais les joueurs un peu comme ça. Bah, je pense à Grant Hill un peu, parce que Bien le niveau sûr, qu'il bien sûr. avait sans les blessures, c'est pareil, c'est un what if, ça. Mais bon, il y en a plein, les Brandon Roy et autres joueurs comme ça. Mais pour Hayward, alors c'est un sentiment, c'est très personnel. J'en ai aucune idée, parce que c'est pas quelqu'un qui a été très médiatique, quelque part. C'est pas quelqu'un qui s'exprimait beaucoup. J'ai pas ressenti chez lui, même lors des bons passages de sa carrière, le côté un peu fan passionné, hardcore, obsessionnel, de gars qui, même s'il va se blesser gravement, va revenir à 2000%, tu vois. Et c'est peut-être très injuste, peut-être qu'il a vraiment bossé comme un fou et que ça n'a pas marché, et qu'il a été tellement frustré qu'il a arrêté, mais
le peu de choses qu'on voyait de lui en dehors, j'avais pas l'impression que, tu vois, le fait qu'il a arrêté sa carrière finalement assez tôt sans être totalement fracassé au niveau physique, ça me fait me dire qu'il s'est dit bon, bah, ça y est, c'est bon, j'ai assez joué, je vais faire autre chose maintenant, c'est pas grave, quoi. J'ai eu ce sentiment-là qui fait qu'à mon avis, là, ça peut participer au fait qu'il n'ait pas fait peut-être la carrière qu'il aurait pu avec. C'était un super joueur quand même, un joueur très très complet. Moi au jazz j'aimais beaucoup. À OKC, ça pouvait sembler être une très bonne idée, un joueur comme ça qui avait autant d'atouts. Donc ouais, voilà, il va laisser une empreinte un peu, sans doute un peu fade, parce que je pense pas qu'on va beaucoup le voir en dehors. Il n'a pas l'air d'être en quête de médiatisation. Il l'était déjà pas pendant sa carrière. On le voyait surtout jouer, jouer aux jeux vidéo. Apparemment, il rentrait chez lui, jouer aux vidéos, rideau. Il savait visiblement pas que sa femme donnait beaucoup d'argent à, à la campagne de Donald Trump. Bref, non, c'est une rumeur. On n'a jamais eu la preuve officiellement, mais voilà ce qu'il va laisser comme empreinte. C'est finalement pas grand-chose, à part peut-être chez certains fans du jazz ou à l'université. À l'université, c'était beau le parcours de Butler, justement, quand il était coaché par Brad Stevens. Il y a peut-être ça qui va rester. Mais c'est intéressant ce que tu soulignes sur Gordon Hayward et je trouve que à contrario, c'est ce qui fait de Grant Hill et sa carrière complète, c'est ce qui en fait quelque chose d'aussi extraordinaire parce que il faut savoir que son père était joueur de football américain, sa mère était avocate, c'était un excellent élève, un intellectuel, etc. Déjà, ce type de profil, c'est pas toujours les profils qui finissent au plus haut niveau sportif parce que c'est déjà quelqu'un qui avait énormément d'atouts finalement. Et le chemin qui mène vers le très haut niveau, il est parsemé d'embûches, de travail acharné, de douleurs, de blessures. Donc il y a tout un tas de c'est pas toujours ces profils-là qui vont jusqu'au bout. Il y en a, hein. Il suffit de regarder Victor. C'est pas pour dire qu'il n'existe pas, mais c'est pas toujours ça. Derrière, il est extraordinaire. À chaque fois, je le rappelle, mais on l'oublie. On s'est posé la question de savoir au début de la carrière de Grant Hill s'il n'allait pas devenir meilleur que Jordan. Et il y avait une cover de Slam avec marqué Just like Mike, only better. 3 petits points. C'est pour montrer un petit peu la hype complètement folle qu'il y avait autour de Grant Hill, qui était un joueur phénoménal, qui était un peu dans un style très différent parce que plus en finesse, une espèce de LeBron avant LeBron, un ailier capable de créer le jeu pour toute une équipe, de jouer des deux côtés, avec un shoot à 3 points qui au début, ou même un shoot extérieur qui était inexistant, voire peu fiable, ce qu'il a réussi à corriger par la suite. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est sur cette trajectoire, il est parmi le plus haut, le gratin de la ligue, il est sur une trajectoire qui va l'emmener très haut, et derrière, il y a cet enchaînement de blessures, où il a déjà gagné son argent, il a déjà signé son contrat énorme à l'époque avec Orlando, et malgré tout, alors qu'il aurait pu s'avouer vaincu, il est revenu encore, de ce que j'ai lu dans plusieurs articles, des joueurs qui l'ont déjà vu, qui ont déjà vu l'état de sa cheville, et qui étaient choqués parce que il a eu des problèmes de staphylocoque, il a eu des greffes de peau sur tellement il a été opéré au même endroit au niveau de la cheville qu'ils ont dû même lui faire des greffes de peau, etc. Et qu'il a un pied évidemment qui ressemble à celui de Frankenstein. Le fait qu'il se soit acharné à ce point-là, qu'il ait fini par revenir, derrière revient, il sait qu'il est plus que l'ombre de lui-même. Il est passé d'être un franchise player à celui d'être un role player. Il arrive à se trouver une place dans un rôle qui n'a même pas été le sien. En gros, il se met dans le corner, il devient adroit à 3 points, il continue à défendre très fort, mais il n'a plus la balle entre les mains. La détermination qu'il faut pour réaliser ce type de fin de carrière, je trouve ça extraordinaire. Ouais, là, chez lui, on sentait, de toute façon, ça s'est vu par le fait qu'il essayait de revenir à chaque fois, mais on sentait peut-être un peu cette obsession, cette volonté de rester quand même là, d'être toujours là, d'essayer de revenir à un niveau décent, tu vois. C'est ce que j'ai moins senti chez Hayward, mais après, ça se respecte totalement. Je peux comprendre les mecs qui jouent au basket depuis 20 ans, en comptant les équipes de jeunes et tout, et qu'à un moment, ils se disent, bon, bah, je vais pas me pourrir la santé plus que ça, peut-être, tu vois. Donc, je peux comprendre, mais évidemment, on est plus admiratif d'histoires comme celle de Grant Hill, il était vraiment très très fort. Moi, Orlando, ça m'avait déprimé, le fait qu'il arrive pas, qu'il puisse pas, tu vois. Et j'adorais les premières pubs dont je me souviens vraiment, c'était celle avec Grant Hill, tu vois. Les pubs Sprite, si tu veux être aussi fort que Grant Hill. Et là, tu vois Grant Hill qui boit du Sprite et qui claque un dunk, et t'as le jeune derrière qui fait la même chose. Et la voix off qui dit entraîne-toi. J'adorais cette pub. Et ouais, c'est un profil, hein, c'est une histoire intéressante de Grant Hill, qui a réussi à bien se reconvertir aussi quand même, hein, entre des rôles de consultant dans un premier temps, et puis maintenant il est quand même le décisionnaire de Team USA, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, Théo. Voilà, on a un million de questions continuées. Tu sais qu'il y en a même qui s'excusent d'envoyer trop de questions.
Ne vous excusez pas, on va pas non plus vous engueuler parce que vous nous envoyez plein de questions. Continuez, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis insistez, vos questions passeront à un moment ou à un autre. Ouais, absolument. Merci en tout cas d'avoir fait le tri dans tout ça. Shai, nous, on en refera certainement en fin de semaine, hein, comme d'habitude pour Oui. samedi, pour répondre aux autres questions qui seront tombées d'ici là. D'ici là, nous, on se retrouve de toute façon tous les matins pour le CQFR. Mercredi, finalement, il n'y avait pas pu, on a eu un problème, il n'y a pas pu avoir d'épisode du jeu, mais normalement, demain, vous retrouverez bel et bien un épisode du jeu avec Fred Young. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Game is out there, and it's either play or get played.